Maintenant, veuillez accueillir la réalisatrice de L'Ogre, Lorraine Bréban. Bonjour. Bonjour Lorraine. Alors on est loin de Shrek quand même. Pas si loin finalement, mais en tout cas, je n'y ai jamais pensé, à vrai dire. En fait, Lorraine, lorsqu'on aperçoit votre ogre dans le film, il a les traits vraiment fins. Le nez fin, délicat, la bouche et les yeux bien découpés. L'harmonie de son visage m'a semblé contraster avec tous les autres personnages qui sont dans le restaurant au début. Et il m'a semblé y avoir un contraste justement entre cette finesse du personnage et son destin. J'aimerais que vous me parliez de cela. D'accord. Alors effectivement, je travaille énormément, à partir de mes contradictions. Donc tous mes choix sont en fait des conflits entre une chose et une autre. Et effectivement, l'ogre, il est effectivement même presque féminin Oui. dans son dessin. Parce que je pense que c'est un peu moi aussi. Et du coup, pour m'éloigner un peu du personnage, j'ai pris un personnage masculin, mais donc il a gardé peut-être aussi ces traits-là. Et aussi parce que, justement, comme je voulais parler de quelque chose d'assez trivial, assez même à la limite de la vulgarité, il fallait que... Et en même temps, le personnage, pour moi, c'est quelqu'un qui est très sensible. Donc j'ai essayé de trouver justement, on va dire, un design qui à la fois pouvait on va dire, parler de ce gigantisme et de ce problème de relation à l'espace, en même temps la délicatesse et même la mollesse du personnage, une espèce de féminité comme on peut voir dans les nus, ou une espèce de fragilité. Et effectivement, les autres personnages sont beaucoup plus bruts et beaucoup plus presque étranges. C'est vrai que je me suis beaucoup inspirée alors je ne sais pas si ça se voit, mais de Francis Bacon, Matisse, et aussi dans l'animation, Peter Foldes, qui est à l'honneur aussi. Voilà, et aussi des Tex Avery, des Merry Melodies, vraiment des vieux dessins animés populaires des années 30 à 50. Inévitablement, face à votre film, on pense au Monty Python et à cette scène classique du sens de la vie. Est-ce que c'est une référence embarrassante quand on veut aborder un tel sujet? Très très embarrassante, parce que j'y ai pas pensé en voulant faire le film, mais j'ai quand même grandi avec les Monty Python, et donc je l'avais en tête et j'ai dit mon Dieu, comment je vais faire, parce qu'elle est tellement emblématique de leur travail, que comment je vais faire pour m'en détacher. Mais c'est vrai que on va dire le thème de départ du film était plus la relation à l'espace et comment justement quelqu'un de géant peut se sentir tout petit, et comment je peux traduire ça, on va dire, dans un film. Après, justement, le côté, on va dire, beaucoup plus scatologique est venu un peu en parallèle. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec les Monty Python, dans le sens où effectivement j'aime beaucoup aussi leur cinéma, et ça m'intéresse d'essayer de parler de choses un peu triviales, un peu comme ça vulgaire, et comment essayer de l'élever, pas de l'élever en fait, mais je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être un peu dénigré des fois et pas évident forcément à mettre en scène. Je ne sais pas si c'est très clair, pardon, j'ai du mal à m'expliquer, Oui. mais c'est vrai que du coup c'est une référence très embarrassante en fait, parce que voilà, je suis un peu au pied du mur, mais elle est là, c'est-à-dire que j'aime beaucoup leur travail, et mais il y a moins peut-être ce côté didactique où j'avais l'impression que c'était beaucoup plus critique dans les Monty Python, et moi il n'y a pas, un regard, on va dire, sur certaines classes bourgeoises ou des choses comme ça dans mon film. Donc là, c'est là où il y a vraiment un fossé, une distance, voilà. Dans la relation avec la nourriture dans le film, il y a, j'ai senti à un moment une forme de sadisme. C'est-à-dire il y a une tension dans le personnage qui cherche à résister à sa nature. Et en même temps, quand on voit les serveurs qui dansent autour de lui, qui le gavent pratiquement, donc
on dirait qu'on cherche la catastrophe chez eux, là, qu'il y a une forme de torture auquel il est soumis. Oui, alors j'espère qu'il n'est pas aussi sadique que vous dites. Non, mais oui, alors en fait, ça vient d'une hésitation que j'ai eue tout le long du film, où effectivement, au début, c'était plus les serveurs qui étaient obséquieux, qui effectivement le forçaient un peu à manger, parce que j'avais envie aussi de parler de cette sensation où on se force à faire des choses et qui nous donne envie, mais en même temps, on a peur de rentrer dedans, parce que de peur de plus jamais s'arrêter, ou de peur de se retrouver en fait emprisonné dans un schéma. Et en même temps, plus j'avançais dans le film, plus je me rends compte que généralement, on tombe tout seul dans ces pièges-là. Et du coup, le film, je pense, joue un peu sur cette, c'est un peu sur un fil, voilà, où tout d'un coup, c'est pas les autres, enfin, disons que c'est pas une victime. Dire, il va tout seul au restaurant. Et je pense qu'effectivement, il y avait cette idée que il a à la fois très très envie d'y aller, et en même temps il a très très peur de ce qui va arriver, et c'est généralement comme ça que le pire arrive. Et il y a aussi un travail sur la culpabilité, et justement l'idée qu'on peut pas revenir en arrière une fois que la faute est commise. Voilà. Les questions dans la salle? Oui, ici devant. Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais j'ai beaucoup aimé votre film, j'ai bien compris son sens. Et moi, j'ai posé un autre sens en plus, qui n'est certainement pas le vôtre, mais que je voulais vous faire partager. C'était celui de la consommation excessive. C'est-à-dire, à force de consommer, on finit par complètement recouvrir la planète de tous nos déchets, entre guillemets. Et une fois qu'elle est bien saturée, on peut voler vers d'autres planètes, à conquérir de la sorte. Voilà. Mais c'est moi un autre degré. C'est pas non, mais il y a un peu de ça aussi. Mais c'était surtout ça au début. Et c'est vrai qu'après, en fait, j'avais tellement peur justement de tomber dans une espèce de moralisme et on parle beaucoup de ça. Et en fait, je voulais revenir à des choses un peu plus, on va dire, à des pâquerettes. Mais effectivement, à la fin, il y a quand même cette idée un peu, on va dire, pessimiste que de toute façon, on cherche toujours de l'espace, on cherche toujours un endroit où on peut respirer la nature. Mais même dehors, en fait, finalement. On se retrouve coincé de nouveau. Il y a quand même justement cette espèce d'éternelle recherche où on finit par occuper au maximum l'espace, et après justement on cherche autre chose, et c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire que c'est impossible en fait, voilà, de sortir de ça. Ouais. Il y a beaucoup d'insatisfaction là-dedans. Madame, ici. Ah, Bernard, excusez-moi. Hop, madame. Bonjour. Concernant le personnage de l'ogre qui avale tout, qui est une image de l'hyperconsumérisme, comme Madame dit. Il me rappelle le personnage sans visage dans Le Voyage de Chihiro, en parlant, oui. Pour vous ramener à l'animation, quand même, les fonctions sont comparables. Non? Ah oui, ben en fait... Le fait de revomir et de répandre ses immondices sur la terre, c'est quand même aussi la fonction de son visage dans le film de Miyazaki. Bah, c'est bien que vous dites ça, parce qu'en fait, finalement, à un moment, pendant la production, je disais à mon équipe, en fait, je suis en train de faire une variation sur le sans-visage de Chihiro, parce que je me disais, ce personnage, bon, il est secondaire dans le film, mais je me suis dit, mais pourquoi il est comme ça ? C'est-à-dire, et donc, oui, sur la culpabilité et la faute, de qu'est-ce qu'aurait pu être l'histoire de ce personnage avant qu'il devienne comme ça. Donc vous avez mis le doigt sur effectivement une de mes références. Et moi j'ai une autre référence peut-être embarrassante pour vous, la grande bouffe de Marco Ferreri, où l'être humain est réduit à un tube digestif, à part que chez Marco Ferreri c'était morbide au possible, alors qu'ici vous réussissez à rendre ça poétique et très joli même. Donc est-ce que le travail sur la couleur était prévu dès le début, dès la conception du film ? Oui, parce qu'en fait, c'était quand même un film assez difficile, parce que ça parle, moins de la consommation finalement que l'espèce de vide affectif qu'on remplit par autre chose, l'impossibilité de communiquer. C'est-à-dire l'ogre, il parle pas, et en fait, il y a des choses qui sortent et qui rentrent, mais en fait, il est justement, c'est toujours bouché entre guillemets, voilà. Donc il y a ça aussi. Mais du coup, par rapport à la grande bouffe, donc j'avais vu le film, mais c'est vrai que le film de Ferré est très cynique. En fait, moi, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas le cynisme, mais voilà, j'avais envie de partager beaucoup de joie aussi, et aussi il y a un côté créateur finalement à ça, et vivant. Et j'aime beaucoup les transformations et les choses comme ça. Et du coup, effectivement, je voulais pas tomber dans quelque chose de morbide, effectivement. Donc, je suis heureuse que ça soit, que voilà, les couleurs compensent un peu le sujet. Une dernière question ici devant.
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la musique, le choix et la collaboration avec Pierre Caillet? Oui, bien sûr. Alors, j'étais très très en retard sur la production du film. Donc, Pierre Caillet est assez extraordinaire dans le sens où il a travaillé sur un temps très très court. Donc, la musique, voilà. En fait, moi, j'avais comme je parlais de choses, assez personnelles, puis on va dire qui pouvaient mettre mal à l'aise le spectateur. Effectivement, la musique est assez lyrique et aussi, avec Pierre, j'ai beaucoup parlé de cette musique des années 60 qui est, je ne sais pas si vous voyez, c'est Love is Blue, je ne sais plus comment il s'appelle, Moria, je crois, le compositeur des années 60. Enfin, cette musique très... j'ai pas le mot. Pas lent... ça ne vient pas, mais... très lente, très presque les musiques de plage, les musiques joyeuses. Paul Moria. Paul Moria, merci, voilà. Ou alors, et le thème d'ailleurs principal, je pense qu'il s'est inspiré de Korsakov, c'est Sadko, c'est un extrait, c'est une musique indienne, inspirée de l'Inde, mais pareil qui s'étire énormément en fait. Et pour moi, en fait, j'avais cette idée d'une espèce de chant des sirènes, de la nourriture qui devait appeler l'ogre. C'est vraiment parti de ça l'idée. Et après, donc Pierre a fait quelque chose de plus personnel, mais après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Lorraine, merci. Merci. C'est un plaisir.